Alors, dans la deuxième partie, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir toute la littérature que je vais utiliser dans le futur pour le coup, toute la littérature qui m'a permis d'écrire, parce que j'ai déjà commencé à écrire sur les futures chroniques, m'a permis d'écrire les futures chroniques et notamment d'appréhender la trajectoire du panafricanisme révolutionnaire. Donc la pensée, on va dire, du panafricanisme révolutionnaire, hérité de Dubois, les mouvements socialistes en Europe, l'analyse de Kwame Nkrumah par rapport à toutes les notions de classe en Afrique, etc. Donc on va faire une analyse profonde de ces choses-là pour comprendre réellement ce qui s'est passé dans les années, fin des années 40 jusqu'aux années 60, fin des années 60 on va dire, début des années 70, qui a été quand même la grande époque de l'épopée du panafricanisme révolutionnaire, qui va finir dans les années 80 avec Thomas Sankara. Donc voilà, là on aura là on a la littérature que j'ai déjà commencé à utiliser pas mal pour ces chroniques-là, que je vais enrichir avec différents éléments. Donc le premier livre que je vais évoquer, c'est Lutte des classes en Afrique, Class Struggle in Africa, un livre majeur. Alors je commence par lui, alors que c'est un livre tardif de Kwame Nkrumah qui a été écrit en 1970, quand il a déjà perdu le pouvoir en gros, parce qu'il est parti du pouvoir en 1966. Mais surtout, ce livre est à mettre en parallèle avec deux autres livres qui sont Le consciencisme de Kwame Nkrumah, qui est là, que j'ai déjà lu et relu plein de fois pour bien comprendre sa pensée, le néocolonialisme de Kwame Nkrumah et Lutte des classes en Afrique. Donc celui-ci, il est écrit en 1964, celui-ci, le néocolonialisme, il est écrit en 1965, et celui-ci, il est paru en 1970. Donc il y a une évolution quand vous lisez ces différents livres, et ils permettent vraiment d'avoir, on va dire, le cœur de la pensée de Kwame Nkrumah. Et donc on fera pour chacun de ces livres, on fera un conseil de lecture, une vidéo de conseil de lecture dédiée pour bien voir la pensée de l'auteur, resituer ça dans l'histoire, en tirer les leçons et voir dans quelle mesure telle proposition était pertinente pour l'Afrique, telle autre ne l'était pas, etc. Alors, juste avant de continuer, faut savoir que dans les années 50, bon, déjà à partir des années 20, mais jusqu'aux années 50, juste à la veille des indépendances, toute cette pensée, on va dire, le panafricanisme révolutionnaire qui est arrivé en Afrique, on va dire par les congrès panafricains, en partie par Dubois, et qui a commencé à diffuser en Afrique, il faut savoir qu'il y a pas mal de courants africains, du coup autochtones, des mouvements syndicaux, des mouvements étudiants, qui ont pris cette idéologie pour émettre une thèse, une vision du monde anticoloniale. Et donc il y a eu beaucoup de groupes anticoloniaux qui ont lutté, on va dire, contre l'entité coloniale de l'époque, donc de les sphères anglophones et francophones, mais plus tard de les sphères portugaises. Ces groupes ont pas mal utilisé l'idéologie du panafricanisme révolutionnaire, de Kwame Nkrumah par exemple. Ils se sont énormément inspirés de Kwame Nkrumah. Et par exemple, parmi les groupes étudiants, il y a eu des groupes étudiants, par exemple, en Europe, tels que la OASU, par exemple, la West African Student Union, dont l'un des derniers survivants, l'un des personnages majeurs qui vit encore aujourd'hui, est Wole Soyinka, le Nigérian. Donc il y a eu la OASU qui est née, je pense, dans les années 20 ou dans les années 30. Et en parallèle, dans la sphère francophone, il y a la FEONF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Donc ça a été vraiment un grand mouvement. Alors la fédération est née au début des années 50. Donc ils ont vraiment accompagné la fin de la colonisation. Ça a été un creuset, comme l'auteur dit, un creuset où on retrouvait toutes les nationalités francophones des étudiants qui étaient en France. J'ai retrouvé certains personnages qui ont marqué la politique de mon pays dans ce livre. Et par exemple, on retrouve aussi les jeunes années de Cheikh Anta Diop lorsqu'il était encore
Il écrivait encore quelques articles dans le journal d'Alioune Diop. Donc il faisait partie de la FEANF, Cheikh Anta Diop, dans ses jeunes années. Il y a énormément de personnages. Alors le livre, il a été écrit en 1990 par Charles Diané, qui aussi a été pour le coup étudiant à cette époque, qui était dans la FEANF, et donc il fait une restitution, il explique les aspirations de l'époque, le contexte de l'époque, ce qui s'est passé à l'époque, les désillusions après les indépendances, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et voilà, ce livre est aussi important, du coup je l'ai lu, voilà, je ferai une vidéo dédiée également sur ce livre, et on verra la pensée de l'auteur dans ce livre. Et voilà, il y a des anecdotes, croustillantes, telles que par exemple les étudiants de la FEANF. Il y a un passage où Senghor, il se rend, je pense qu'il va voir les étudiants francophones, et il est hué, chassé. Les étudiants ne veulent pas le voir parce qu'ils considèrent que c'est un vendu. À cette époque-là, ils étaient relativement radicaux. Et par contre, à la place, ils acceptent de voir comment il s'appelle, je vais vous lire un petit passage. Alors, il dit: le 5e congrès fédéral a lieu, le 5e congrès fédéral de la FEANF, pour le coup, donc de la Fédération étudiante, a lieu à Paris du 27 au 30 décembre 1954. Venu y préconiser simplement la création d'une assemblée législative par territoire, le député du Sénégal Léopold Sédar Senghor est mal accueilli par les étudiants qui marquent leur préférence pour le discours de Jacques Vergès, préconisant la lutte pour l'indépendance complète, et déjà leader de plusieurs organisations estudiantines. Voilà. Donc il y a plein de passages comme ça, vous allez apprendre plein de choses sur différents personnages que vous pourrez mettre en relation avec peut-être l'histoire de votre pays. Par exemple, il y a des passages où l'auteur évoque en parallèle la lutte que font on va dire les maquisards camerounais de l'Union des peuples du Cameroun en région Bamileke. Voilà, c'est aussi évoqué dans le livre. Donc voilà, très bon livre, très bon témoignage de cet ancien, Monsieur Charles Diané, que je vous conseille. Et je ferai une vidéo dédiée pour cette vidéo. Pour ce livre, pardon. Alors là, on attaque le cœur, on va dire. On attaque l'œuvre, on va dire, de Cheikh Anta Diop. Alors pour moi, Cheikh Anta Diop, c'est un courant, on va dire, particulier. Parce que c'est, on va dire, ce qu'on appelle communément l'afrocentrisme. On va dire, les deux principaux personnages de ce courant, c'est Cheikh Anta Diop et Théophile Obianga, qui existent toujours, le professeur. Et pour moi, l'afrocentrisme représente, on va dire, la branche armée culturelle du panafricanisme révolutionnaire. Bon, c'est vrai que sur certains points, on le sent bien quand on lit en détail certains livres de Cheikh Anta Diop, ils ne sont pas d'accord sur tous les points, entre Kwame Nkrumah et Cheikh Anta Diop, clairement, mais ils ont quand même globalement une vision similaire. Et donc, les livres de Cheikh Anta Diop, je me suis pas mal basé dessus. Alors, juste pas Nation Nègre et Culture, parce que je vais l'évoquer pour un autre sujet en parallèle, tout à l'heure. Mais surtout, les deux principaux que je vais utiliser pour le coup, pour le panafricanisme révolutionnaire et toutes les idées qu'ils ont émises, c'est les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, que vous connaissez sûrement, qui a été écrit en 1974 par Cheikh Anta Diop, qui est un peu un livre-programme qu'on peut mettre en parallèle avec le néocolonialisme de Kwame Nkrumah. D'ailleurs, c'est bien de lire les deux livres, même s'ils ont été écrits à 10 ans d'écart. Globalement, on retrouve quand même une même vision dans les deux livres. Donc celui-ci, je l'ai lu 2 fois, il me semble. Et donc voilà,
je ferai aussi un épisode de conseil de lecture dédié pour ce livre. Et Civilisation ou barbarie de chez Kota Diop. Alors celui-là, il est magistral parce que je l'ai lu en prenant énormément de notes, etc. Surtout certains chapitres hyper intéressants. Notamment les chapitres sur tout ce qui est structure de parenté au stade clanique et tribal. Voilà, le chapitre 5, organisation clanique et tribale. Le chapitre 6, structure de parenté au stade clanique et tribal. Également les différentes révolutions de l'histoire, etc. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai aimé lire. Et alors, ce livre, il est très gros, il y a énormément de choses qui sont dites. Je pense que je ferai peut-être 2 vidéos de conseils de lecture pour ce livre, à voir. Mais en tout cas, il est rangé du côté, on va dire, des livres de la littérature liés au panafricanisme révolutionnaire que nous verrons plus tard dans les prochaines chroniques de la chaîne. Alors, avant d'évoquer les 2 derniers livres de cette série de livres, juste j'aimerais vous présenter, alors il y a une maison d'édition qui a sorti une anthologie des discours de Thomas Sankara, que j'aime beaucoup parce que du coup il y a il y a tous les différents discours de Thomas Sankara. Il me semble que Thomas Sankara n'ait pas écrit de livre, à vérifier. Mais ça c'est pas mal, du coup, parce que prendre les déclarations publiques, du coup les discours d'un personnage, permet clairement de bien appréhender le personnage, quoi. On sait que, bon oui d'accord, il y a les vidéos, etc. Mais c'est aussi bien d'avoir tous les discours compilés dans un seul livre. Ça permet déjà de voir l'évolution du personnage au fur et à mesure des discours. Et on découvre, on découvre que surtout Thomas Sankara, c'est un héritier quelque part du panafricanisme révolutionnaire, c'est un héritier du travail de Kwame Nkrumah parce que il évoque les mêmes notions, il évoque, il y a les mêmes termes, la bourgeoisie comprador de la ville, les différentes, des notions connues à gauche, dans les sphères, on va dire, socialistes et marxistes. Et d'ailleurs, Thomas Sankara, vous savez qu'il il a été formé une bonne partie à Madagascar, où il a été l'élève d'un philosophe de gauche qui est très connu, qui s'appelle Negroni, ce qui justifie son parcours aussi en partie. Negroni, c'était un Français, un penseur français, qui a énormément marqué l'histoire, on va dire, de la pensée de gauche en France dans les années 70-80. Et nous reverrons ce personnage beaucoup plus tard quand nous évoquerons d'autres notions, l'évolution, on va dire, de la vision de gauche en Afrique, certains concepts européens qui sont arrivés en Afrique par les médias, etc. On évoquera également cet auteur, Negroni, qui a été le professeur de Thomas Sankara et qui l'a énormément inspiré aussi pour sa vision, on va dire, de gauche de l'histoire. Donc Thomas Sankara, on va dire, dernier monstre sacré du panafricanisme révolutionnaire, comme vous savez. Après lui, c'est fini. Après Thomas Sankara, il n'y a plus vraiment de politique panafricaniste. On est plutôt dans de la division, dans des tentatives qui n'ont fait qu'échouer finalement. Chaque acteur politique des différents pays se braquant sur son propre pays. Et pour finir, la branche, on va dire, du panafricanisme révolutionnaire. Alors là, c'est plutôt des livres plus techniques qu'on n'évoquera pas dans les chroniques qui viennent. Bon, déjà, premièrement, Nation Agriculture. Mais ça, c'est plutôt quand on va commencer à comprendre maintenant, quand on va essayer de comprendre l'origine des structures sociales en Afrique. C'est à mettre en parallèle aussi avec le livre Civilisation ou barbarie. Quand on va essayer de comprendre pourquoi les structures sociales en Afrique sont à ce stade, on va essayer de comparer avec les structures sociales d'autres parties du monde. D'ailleurs, notamment, on va évoquer différents auteurs, tels que par exemple l'école de l'anthropologie matérialiste, qui est développée par des auteurs tels que des anthropologues tels que Very Gordon Child, qui est très connu, qui a un peu créé, on va dire, cette
cet aspect, qui a créé cette branche du matérialisme appliqué à l'anthropologie. Donc tous les outils qu'il a développés dans son livre, on va également les utiliser. Ce sont des outils extrêmement efficaces, pragmatiques, scientifiques, qu'on appliquera également pour comparer en Afrique. Et pour ça, pour comparer toutes les régions du monde à l'Afrique, et pour ça, on utilisera, pour avoir les données sur l'Afrique, pour le coup, on utilisera pas mal Nation Nègre et Culture, Civilisation ou Barbarie de Cheikh Anta Diop, et on utilisera aussi ce livre qui est majeur, Afrique noire, démographie, sol et culture, sol et histoire, pardon, qui a été écrit par la première femme de Cheikh Anta Diop, dont les années, ça a été écrit en 1996, donc c'est un livre très tardif. Alors cette dame est une géographe. Je n'ai pas encore lu ce livre. J'ai lu plein d'autres livres qui ont évoqué ce livre. Et j'ai hâte de commencer à le lire. Je pense que ça va être particulièrement intéressant. Parce que on a, dans les différents livres que j'ai lus, il y a une vision, on va dire, il y a une certaine vision de l'évolution de la démographie en Afrique. Et cette dame remet un peu, remet un peu de la critique dans cette vision et essaie d'apporter des éléments pour, pour apporter une critique par rapport à cette vision. Et c'est très important de comprendre la démographie, les sols et la connexion que ça a à l'histoire, parce que la démographie, en gros, on verra dans les futures chroniques que c'est un paramètre majeur pour comprendre l'évolution des structures sociales, pour comprendre l'évolution des capacités de production d'une société. Voilà, pour comprendre, par exemple, toutes les notions de transmission, de type de transmission. Est-ce que c'est plutôt de la transmission initiatique ou de la transmission vulgarisée? Tous ces paramètres, voilà, ça a un impact différent suivant suivant des peuples qui ont une très forte densité démographique ou des peuples qui n'en ont pas. L'impact de l'agriculture, la sédentarisation, les nomades, etc. La démographie est un paramètre majeur. Je connais pas mal les thèses de l'anthropologie matérialiste qui ont permis notamment d'étudier pas mal la région du Moyen-Orient, donc l'Iran, l'Irak, tout ce qui était Mésopotamie, Assyrie, etc. Parce que là-bas, du coup, les conditions météorologiques et la géographie permettent de faire de l'archéologie très bien là-bas, c'est magnifique. Donc il y a pas mal d'auteurs qui ont développé là-bas des outils, on va dire, de l'anthropologie matérialiste pour comprendre l'évolution des structures humaines et donc des structures sociales. Et on peut également l'appliquer en Afrique, et je pense que c'est un peu le travail qu'a commencé à faire cette dame. Et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de comprendre l'évolution des structures sociales en Afrique, en parallèle à d'autres régions. On va comprendre d'où viennent les clans, d'où viennent les ethnies, pourquoi ça existe toujours aujourd'hui, pourquoi ça a disparu dans d'autres régions. Est-ce que ça n'existe que chez les Africains? Est-ce que c'est le propre des Africains? Ou ça existait à d'autres époques dans d'autres peuples? Ou ça existera dans d'autres peuples à d'autres époques? Donc voilà, ce livre, je vous ferai une chronique dédiée sur ce livre, que je vais lire avec énormément de passion. J'attends vraiment le moment de lire ce livre. Voilà, donc ça va venir dans les futurs conseils de lecture.